pays différent et qui est séparé de la République démocratique du Congo par le fleuve Congo. Ça va, c'est clair? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. L'existence de deux Congos, c'est dû à l'histoire coloniale. La République du Congo correspond à la partie colonisée par les Français et la RDC à celle colonisée par les Belges. La capitale de la RDC, c'est Kinshasa, et le pays occupe une surface d'environ 2 350 000 km² pour à peu près 100 millions d'habitants. C'est considérable, 100 millions. Si chaque habitant de la RDC donnait 1 euro à Bernard Arnault, il serait 0,05% plus riche. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. Attendez, je suis pas sûr de la comparaison là. En tout cas, c'est un pays très peuplé et très vaste, le deuxième d'Afrique après l'Algérie. Si vous traînez un peu sur les réseaux comme moi, si vous traînez beaucoup sur les réseaux comme moi, et notamment sur TikTok, vous avez peut-être entendu parler du Congo ces derniers mois. Je vis à l'est de la RDC, évidemment que ce mois on tue. On tue, on égorge, on viole, on brise des rêves. Et si vous suivez le foot, il ne vous aura pas échappé que l'équipe nationale de RDC a mené une action pour dénoncer cette même situation lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation ? Pour comprendre, il faut un peu de contexte historique. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est un format court ici. Si vous voulez des vidéos de 2 heures, allez voir les émissions de Paco Mtielman. Si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Pour comprendre le conflit au Congo, il faut d'abord se rendre dans une autre ex-colonie belge, le Rwanda. C'est là-bas que débute le génocide des Tutsis en 1994. Pendant 3 mois, le gouvernement hutu rwandais a massacré et permis le massacre de 800 000 à 1 million de Tutsis sous le regard passif des Nations Unies. Les Hutus et les Tutsis, c'est 2 populations de même culture et de même langue, mais que le pouvoir colonial belge a construit comme 2 ethnies différentes. Après la fin du massacre en juillet 1994 et l'arrivée au pouvoir du Front patriotique rwandais de Paul Kagame, majoritairement Tutsi, des Hutus craignant les représailles se réfugient au Congo voisin, appelé Zaïre à l'époque. Parmi ces réfugiés, il y avait des responsables du génocide. Une fois installés dans l'est du Zaïre, les ex-génocidaires Hutus s'organisent en milices et persécutent les populations Tutsis vivantes au Zaïre. Le Rwanda commence alors à armer ces Tutsis zaïrois qu'il considère comme alliés naturels, afin qu'ils puissent se défendre. Face à cela, le gouvernement de Mobutu, qui voit d'un mauvais œil l'ingérence rwandaise sur son territoire, ordonne aux Tutsis zaïrois de quitter le pays. Ce sont ces événements qui vont provoquer la première guerre du Congo entre 1996 et 1997, qui sera suivie 1 an plus tard par une seconde guerre qui se terminera en 2003. Mais malheureusement, ce n'est que le début, puisqu'à partir de 2004, c'est le début du conflit qui nous intéresse aujourd'hui, la guerre du Kivu, du nom de cette région à l'est du Congo. La guerre du Kivu est toujours en cours aujourd'hui. On parle de guerre, mais c'est plutôt une succession de conflits impliquant des dizaines de groupes armés et de milices. Et pour se rendre compte de la complexité de la situation, il suffit de regarder la liste des belligérants disponibles sur Wikipédia. Ça donne le vertige. C'est difficile de faire le bilan humain de 3 guerres qui s'étalent sur 30 ans, mais on parle de 5 à 6 millions de morts. Le chiffre est gigantesque, j'ai calculé, ça équivaut à 23 morts par heure depuis 30 ans. Encore une fois, c'était un résumé très rapide de cette histoire congolaise. Pour aller plus loin, je vous conseille ces 2 vidéos. Celle-ci, du Monde en carte, qui explique très clairement la situation, et aussi ce film, L'Empire du silence de Thierry Michel, qui raconte dans le détail l'histoire de la RDC moderne. Tous les liens sont en description. Pour ce qui est du film, attention quand même, le visionnage est difficile. Bon, je vous laisse regarder, j'attends. Et aujourd'hui alors, on en est où ? La guerre du Kivu dure depuis 20 ans, mais elle varie en intensité. En ce moment, on est plutôt dans une phase d'intensification des violences. Un groupe armé est particulièrement mis en cause dans cet épisode. Il s'agit du M23 qui sévit dans la province du Nord Kivu et qui est opposé aux forces armées congolaises. Le M23, pour Mouvement du 23 mars, a été créé en 2012 et est essentiellement composé de Tutsis qui affirment défendre l'intérêt des Tutsis installés au Congo qui feraient face à un risque de génocide, comme l'explique à Arte un porte-parole du M23. Pour Lawrence Kanyuka, les rwandophones Tutsis vivant au Nord Kivu seraient perçus comme des envahisseurs par les autorités. Le porte-parole vise directement le président congolais. M. Tshisekedi est en train de créer un état de génocide ici chez nous. Il est en train de faire l'épuration ethnique parce que les gens qui sont aux environs de ces entités aussi parlent le Kinyarwanda et que lui considère comme étant des Rwandais qui ne sont pas des Congolais qu'il faut éradiquer. Le M23 est surtout accusé de crimes contre les civils par le gouvernement congolais. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, accusent ce groupe d'être soutenu par le gouvernement rwandais et par l'armée rwandaise.
l'ONU corrobore ces accusations. L'armée rwandaise, qui soutiendrait la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, aurait utilisé des armements sophistiqués tels que des missiles sol-air, selon un document de l'ONU consulté par l'AFP. Un missile sol-air présumé des forces de défense rwandaises, RDF, a visé le 7 février sans l'atteindre un drone d'observation des Nations Unies, indique ainsi ce rapport. En fait, il n'y a bien que le Rwanda qui affirme ne pas soutenir le M23, mais ils sont aussi crédibles que quand Cahuzac affirmait ne pas avoir de compte en Suisse. Les yeux dans les yeux, là. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. De son côté, l'armée congolaise est assistée par d'autres groupes armés, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Alors ça, c'est un groupe issu des milices Hutus qui ont commis le génocide de 94. Conséquence de ce conflit, plusieurs millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire et médicale, et il y a 7 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo. Et une ville en particulier attire l'attention internationale depuis quelques semaines, Goma. Goma, c'est juste ici, c'est la capitale de la province du Nord Kivu, et la ville est située au bord du lac du même nom, tout près de la frontière rwandaise. Cette ville et ses alentours regroupent environ 1,5 million d'habitants. Et le M23 a lancé début février une offensive pour prendre le contrôle de Goma qu'il avait déjà contrôlé brièvement en 2012. C'est la seule ville de l'Est, de cette partie de l'Est qui dispose d'un bon aéroport international, disposer d'une ville avec tellement d'infrastructures, évidemment pour M23, ça serait une grande victoire sur le plan politique pour contraindre Kinshasa, mais aussi sur le plan économique pour profiter de toutes les ressources. Depuis plusieurs années, Goma est entouré de camps de réfugiés qui accueillent aujourd'hui 600 000 personnes dans des conditions très difficiles. S'ajoutant à celles qui se trouvaient déjà dans le camp, plus de 5 000 familles s'entassent désormais, attendant les secours, la nourriture et surtout l'eau potable. Stéphane Godgeber, chef de mission de MSF Belgique, semble préoccupé alors qu'il guette l'arrivée du camion-citerne. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que se déclarent des cas de choléra. On peut ajouter à la situation sanitaire le fléau de l'usage du viol comme arme de guerre qui a été systématisé par les deux camps. Comme l'écrit Bastien Massa pour Mediapart, entre janvier et octobre 2023, les équipes de MSF ont pris en charge 18 000 cas de violences sexuelles dans la province du Nord Kivu, dont 13 000 dans les seuls camps de déplacés en périphérie de Goma, la capitale régionale. Autre problème, l'augmentation des morts et des blessés parmi les civils pris entre les tirs des multiples belligérants de ce conflit. Oui, parce qu'il n'y a pas que le M23 et l'armée congolaise. Ce serait trop simple. Comme l'écrit Coralie Pierret dans Le Monde, on croise à Goma des soldats tanzaniens et sud-africains, mais aussi des Burundais. Ils côtoient les blancs des sociétés de sécurité privées, Agemira, dirigé par le français Olivier Bazin, et Congo Protection, composé principalement de Roumains, dont certains sont des anciens de la Légion étrangère française. Officiellement, ces hommes, environ 1 millier, occupent des postes d'instructeurs étrangers de l'armée congolaise. Mais plusieurs témoignages, notamment de combattants, confirment leur implication dans les affrontements contre le M23. Dans cette situation, les habitants de Goma ont peur, évidemment, et ils dénoncent l'inaction de la communauté internationale. Il y a eu une manifestation à ce sujet le 19 février dernier. Les drapeaux français et américains piétinés, puis brûlés. Le message de ces manifestants est clair. Ils accusent ces pays de ne pas les soutenir face aux rebelles du M23. Il est temps pour les autorités congolaises de nouer des relations avec d'autres partenaires qui sont sincères et des partenaires qui ne sont pas hypocrites. La France, l'Angleterre et les États-Unis sont en train d'aider le Rwanda. Non mais vous inquiétez pas, les Occidentaux, ils ont réagi. Bon, ok, ils ont réagi avec quelques semaines de retard en faisant des communiqués. En même temps, on peut pas être sur tous les fronts. Ils ont aussi dû réagir en retard pour Gaza en faisant des communiqués. Ça fait du taf, tous ces communiqués en retard, quand même. Nous appelons le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. La France appelle l'ensemble des groupes armés à mettre un terme aux violences, indique un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Le gouvernement français ajoute aussi que les forces armées congolaises doivent cesser de collaborer avec les anciens génocidaires Hutus, qui sont également accusés de crimes de guerre. Même les États-Unis, pourtant alliés fidèles du Rwanda, ont également condamné l'aggravation de la violence causée par le M23. Comme l'écrit Christophe Chatelot dans Le Monde, rarement le ton a été aussi ferme à l'endroit du Rwanda, sauf à remonter à la prise de Goma par le M23, déjà durant quelques jours en 2012. Barack Obama, alors président, avait téléphoné à Paul Kagame. Peu après, la rébellion prenait fin, se souvient un négociateur africain impliqué dans le dossier. Les Américains disposent de véritables leviers, financiers notamment, pour faire bouger le Rwanda, confirme un diplomate français. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni le 20 février dernier à la demande de la France, a été principalement consacré à la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Pendant cette réunion, le représentant de la RDC s'en est pris à son homologue rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que
les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. Peut-être que les choses vont bouger. Peut-être même que l'assaut du M23 sera stoppé entre le moment où j'écris ces lignes et le moment où l'épisode sortira. Mais il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que le conflit ne va de toute façon pas s'arrêter de sitôt. Et c'est à cause de ça. Enfin, pas mon téléphone en particulier, mais plutôt ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est du coltan, un métal qui est utilisé dans la fabrication de nombreux composants électroniques. Et 60 à 80% des réserves mondiales de ce métal se trouvent dans le Nord Kivu. Oui, si je vous avais dit que les réserves de coltan étaient dans le Périgord vert autour de Jumilac-le-Grand, ça aurait rendu la vidéo moins cohérente. À moins d'être électrosensible comme le frère de Saul Goodman, vous avez déjà probablement tenu dans vos mains des minerais issus de mines situées en RDC. Vous regardez peut-être cette vidéo sur un appareil qui contient du métal venant de RDC. Je dis métal parce que c'est pas seulement le coltan qui est en jeu. Je vous ai déjà conseillé la chaîne YouTube du Monde en carte? Oui? En RDC, 7 principaux minerais sont extraits du sol. Parmi eux, l'or, extrait surtout dans l'Est, dans les provinces du Haut-Uélé, d'Ituri, des Nord et Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika. Ensuite, le diamant, principalement extrait également dans l'Est, mais aussi dans le centre, dans les Kasaï centrales et orientales. Puis l'étain, le coltan et le tungstène, regroupés sous l'appellation des 3T, du fait de leur nom en anglais, et extraits principalement dans l'Est, mais aussi dans le Sud. Et enfin, le cuivre et le cobalt, extraits dans ce qu'on appelle la Copper Belt, la ceinture de cuivre, qui s'étend également sur une partie de la Zambie. Donc, le conflit en RDC est aussi et peut-être avant tout lié à des questions de contrôle des ressources stratégiques. Des ressources qui sont exploitées principalement de manière artisanale dans des conditions dangereuses. C'est ici qu'ils récoltent le sable minéralisé. Franchement, c'est incroyable. Ils sont à 40 mètres dans des tunnels hyper étroits. Il doit faire 35 degrés là. Ils le mettent dans des petits sacs et ensuite ils remontent ces sacs jusqu'à la surface. La question économique, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, c'est ce qu'expliquait en novembre dernier l'historien Hamzat Boukari Yabara, invité de Histoire Crépue pour Le Média. Oui, je sais, ça fait beaucoup de vidéos à voir, mais vous en faites pas, ce sera tout dans la description. Très concrètement, se pose du côté de la RDC, comme du côté aussi du Rwanda, la question, je dirais, de l'autorité sur le terrain vis-à-vis de groupes qui parfois n'obéissent pas au cessez-le-feu parce qu'ils sont aussi dans d'autres logiques vraiment beaucoup plus économiques. Donc tant qu'on ne règle pas la question de la guerre économique, la question des ressources naturelles, également le sort des populations dans l'est de la RDC, je pense qu'on ne pourra pas réellement appréhender toute cette problématique qui se pose au niveau de cette région. C'est un cercle vicieux, parce que les ressources extraites de ces mines artisanales, elles sont vendues pour financer la guerre de groupes armés qui combattent notamment pour le contrôle de ces mines artisanales. L'armée congolaise est une institution extrêmement corrompue, et donc son incapacité vient en grande partie ou essentiellement de cette corruption, et par conséquent, les intérêts financiers de cette armée ne sont pas dans le rétablissement de la paix et de l'ordre dans cette région du Congo, puisque le fait qu'il y ait une conflictualité est alimenté par leur présence dans les mines, mais et également par les opérations militaires pour lesquelles ils sont financés largement et dont ils détournent les budgets assez largement. Si ces ressources, elles sont vendues, c'est aussi bien évidemment parce que le capitalisme est volontairement aveugle à la question de la provenance de ces matières premières. Cette guerre est passée sous silence. Pourtant, nos téléphones sonnent. Les grandes entreprises comme Microsoft, Google ou Apple achètent parce que c'est pas cher et ensuite ils vont dire qu'ils savaient pas et que c'est de la faute de leurs sous-traitants. Ils vont dire ça alors qu'ils ont déjà une plainte aux fesses depuis 2019 pour l'utilisation de cobalt exploité par des enfants. Bon, il est temps de conclure, je crois, même si j'aurais voulu dire encore bien d'autres choses. Souvent, quand on parle de la complexité d'un conflit, c'est un moyen de le balayer d'un revers de la main. C'est trop compliqué, on verra plus tard. Alors oui, c'est compliqué parce qu'il faut se plonger un peu dans l'histoire. C'est compliqué parce que les questions ethniques sont aussi instrumentalisées et provoquent des massacres. C'est compliqué parce qu'il y a une multitude d'acteurs avec des intérêts parfois très différents et qui changent de camp d'un jour à l'autre. L'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain est un groupe rebelle qui a longtemps combattu l'État. Aujourd'hui, il a retourné sa veste et combat aux côtés de l'armée congolaise qui mise désormais sur diverses milices pour tenter de venir à bout du M23. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est pas si compliqué. La guerre du Kivu, c'est un conflit qui est né sur les ruines de l'empire colonial belge et qui prospère aujourd'hui sur la corruption, sur la faillite d'un État, sur l'inaction de la communauté internationale et sur l'opacité du capitalisme mondialisé. L'erreur serait de considérer la guerre du Kivu comme quelque chose de lointain, d'exotique presque, alors qu'elle est dans nos téléphones, cette guerre. Ces 6 millions de morts, ce sont aussi les nôtres, et il serait temps de s'en apercevoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de CDD.